Bonjour à tous et bienvenue sur Histodote. La deuxième partie de ma vidéo sur la tragédie des Cathares, avec la suite de la croisade des Albigeois et le rôle prépondérant de l'Inquisition dans la répression de ses croyants. S'il a rejoint la croisade, Raymond VI n'en est pas pour autant un participant zélé et se fait le plus discret possible pour ne pas intervenir contre ses vassaux, dont certains, dépossédés de leurs terres, sont venus se réfugier sur les siennes. Une réunion au sommet a lieu entre les légats et les 4 grands seigneurs de la région: Simon de Montfort, Raymond VI, Pierre II d'Aragon et le comte de Foix. Raymond VI est sommé de s'engager dans la lutte contre les Cathares, en échange de quoi il conservera ses droits sur ses biens propres et sur les localités déclarées hérétiques dans ses fiefs, empêchant ainsi Simon de Montfort d'y installer des seigneurs à sa solde. Les légats exigent aussi la destruction de forteresses et un engagement pour partir en Terre Sainte. Considérant ces demandes comme une provocation, Raymond les refuse et rentre chez lui. Il est de nouveau excommunié. Il le sera 4 fois en tout. En juin 1211, Simon de Montfort, qui convoite le prestigieux comté, met le siège devant Toulouse et tente d'isoler Raymond en ralliant certains de ses vassaux. Mais le siège est un échec. Il convoque alors à Pamiers une assemblée pour mettre au point un texte plus connu sous le nom des Statuts de Pamiers. Le but est de remplacer les coutumes et règles juridiques en vigueur dans le Sud par celles utilisées en Île-de-France et dans le nord du pays. Conscient du danger qui le menace, Raymond VI se rend en Aragon pour solliciter l'aide de Pierre II, inquiet des ambitions de Montfort, qui lui a pourtant prêté allégeance. Il joue aussi sur la fibre familiale, puisque les deux hommes sont beaux-frères. En novembre 1212, le roi d'Aragon se rend à Rome et va réussir à convaincre le pape que les domaines confisqués ou transférés l'avaient été de manière arbitraire et que les seigneurs lésés n'avaient eu aucun procès en hérésie et étaient donc de bons catholiques. Devant ces arguments imparables, Innocent III arrête la croisade. En janvier 1213, le roi d'Aragon se rend au concile de Lavore, mais Arnaud Amaury refuse d'entériner la décision du pape, jugeant que celui-ci ne défend que ses propres intérêts. Alors que les chevauchées des croisés n'avaient pas cessé durant cette période, Pierre II organise une véritable campagne militaire et franchit les Pyrénées avec son armée. Il se retrouve face aux troupes de Simon de Montfort à Muret en septembre 1213. Le roi est tué dès le début de la bataille et les troupes arago-toulousaines subissent une cuisante défaite. Narbonne, Foix et le Comminges tombent dans l'escarcelle de Simon de Montfort. L'Église décide d'une paix provisoire
après le concile de Montpellier. Finalement, il ne récupère que le comté de Toulouse. En février 1215, il fait son entrée dans la ville, aux côtés de Louis, héritier du trône de France. Montfort ayant rendu hommage au roi Philippe Auguste, récent vainqueur de Bouvines. Un nouveau concile, celui de Latran en 1215, a pour objectif de relancer la croisade en Terre Sainte. Mais on y aborde aussi la question de l'hérésie en Occitanie, en réaffirmant la nécessité d'employer tous les moyens pour ramener les fidèles dans le giron de l'Église. On confirme également la sentence contre Raymond VI, avec transfert de ses biens et condamnation à l'exil. Mais Raymond n'a pas l'intention de se laisser faire. En mai 1216, un vaste mouvement de révolte voit le jour à Avignon, avec le sentiment de défendre l'identité régionale face à l'Église et à l'envahisseur français. Après le soulèvement de Toulouse, Raymond VI peut de nouveau rentrer triomphalement dans sa capitale. Simon remet le siège devant la ville, mais est frappé mortellement par une pierre le 25 juin 1218. Finalement, le siège est levé fin juillet. Un tel échec des croisés renforce la volonté de résistance des Occitans. Amaury de Montfort, qui a succédé à son père, sollicite l'aide du roi de France, qui intervient par l'intermédiaire de son fils Louis, qui attachera son nom au massacre de Marmande. Louis quitte la croisade après un nouvel échec pour prendre Toulouse. La révolte s'intensifie et Amaury perd petit à petit les territoires conquis face à Raymond VII qui a succédé à son père, décédé en 1222. Finalement, un accord est signé en janvier 1224 entre Amaury et les comtes de Toulouse et de Foix. La première croisade est officiellement terminée. Temps de destruction et de souffrance pour revenir à la situation de 1208. Cette situation ne peut durer éternellement, et début 1226, Louis VIII, en accord avec le pape, reprend les hostilités, avec la ferme intention de faire main basse sur des domaines pour les rattacher au royaume de France. C'est une nouvelle chevauchée qui permet de soumettre plusieurs villes. Mais Louis VIII malade confie son armée à Humbert de Beaujeu et meurt sur le chemin de retour le 8 novembre 1226. La rébellion continue, soutenue par l'église cathare et menée par Raymond VII. Une situation de statu quo, car si l'armée royale prend plusieurs places fortes, Raymond en occupe d'autres. Après cette mort, Blanche de Castille, régente du royaume, doit faire face à certains seigneurs insoumis et ne peut aider le pape dans son combat contre les hérétiques. Heureusement, Raymond VII fait pénitence devant Notre-Dame de Paris et est confirmé comte de Toulouse en faisant allégeance au nouveau roi Louis IX. De plus, il donne en mariage sa fille Jeanne au frère du roi, Alphonse de Poitiers. C'est en 1233 que va débuter véritablement l'action de l'Inquisition. Créée en 1229 au Concile de Toulouse,
le mot inquisition, qui vient du verbe latin inquirere, qui veut dire enquêter, a pour mission de poursuivre les hérétiques sans avoir de compte à rendre au clergé séculier ni au pouvoir civil. Le pape Grégoire IX désigne comme légat l'archevêque de Vienne dans les provinces du Languedoc, avec extension au Bordelais et même en Catalogne. Servant d'intermédiaire, les évêchés d'Albi et de Toulouse donnent les pleins pouvoirs à deux frères prêcheurs de l'ordre des Dominicains. Cet ordre, créé par Dominique de Guzman, futur Saint Dominique, est considéré à tort comme le premier inquisiteur. L'efficacité des tribunaux de l'Inquisition reposait essentiellement sur la terreur qu'elle inspirait, en encourageant la délation et les dénonciations. Un suspect d'hérésie se retrouvait souvent seul devant ses juges, car prendre un avocat était un risque pour la personne elle-même d'être accusée d'hérésie. Les auditions de témoins étaient quasiment toujours à charge et se déroulaient principalement à huis clos. Le recours à la torture, avec ses nombreuses méthodes, permettait de faire avouer les plus récalcitrants. Enfin, les condamnations étaient variables. Pénitence, flagellation, prison, et bien sûr la sentence suprême, la mort par le bûcher. « 1241. Raymond VII rend visite à Louis IX à Montargis et doit de nouveau prêter serment pour s'engager à combattre les ennemis du roi en pays albigeois, et notamment à détruire le château de Montségur, où sont réfugiés de nombreux cathares, dont l'évêque et théologien Guilabert de Castres. Raymond, tout comme son père, n'est pas d'un enthousiasme débordant. Pourtant, un événement tragique va remettre Montségur au centre des attentions 1 an plus tard. L'assassinat à Avignonnet de 11 membres d'un tribunal itinérant, dont 2 des pires inquisiteurs. Un massacre prémédité à coups de hache par des hommes venus justement de Montségur. Raymond est considéré comme responsable et est lui aussi excommunié. Décidément, c'est de famille. Il tente d'obtenir l'appui d'Henri III d'Angleterre, mais la coalition anglo-occitane échoue. Finalement, le comte retourne voir Saint-Louis pour jurer fidélité au roi et à la religion chrétienne, pour lui et ses vassaux. C'est en 1243 que commence le siège de Montségur, sous la conduite de Hugues des Arcis, sénéchal de Carcassonne. Un casse-tête pour les assaillants, avec ce castrum érigé sur un piton rocheux, le POG, difficile d'accès et à encercler. On estime à 10 000 les troupes françaises et leurs alliés locaux, contre 360 personnes, dont 211 parfaits et parfaites dans le château. Ils peuvent soutenir un siège assez long, en espérant que le versatile Raymond VII vienne à leur secours. Mais à la fin de l'année, les Français occupent une place stratégique à quelques mètres de la forteresse, qui leur permettent de la bombarder sans répit. Puis c'est une tour du château qui est investie par surprise. Malgré les efforts pour les repousser, les 2 co-seigneurs des lieux, Raymond de Péreille et Pierre-Roger de Mirepoix, demandent à négocier les conditions d'une capitulation avec un sursis de 15 jours, comprenant le pardon pour tous les actes passés
y compris le massacre d'Avignonnet, pénitence légère pour les gendarmes et ceux qui abjurent, et enfin, le bûcher pour ceux qui refusent. Pendant cette trêve, 3 ou 4 parfaits parviennent à s'enfuir, avec l'accord de Pierre-Roger de Mirepoix. Emportaient-ils avec eux le trésor des Cathares, fait d'or et d'argent? C'est en tout cas ce que pensent certaines personnes férues de mystère et de chasse au trésor. Mais si le siège de Montségur est resté tristement célèbre, c'est au moment de l'abjuration, où 200 parfaits et simples croyants refusèrent de renoncer à leur foi. Enfermés dans un enclos, entourés d'une palissade faite de pieux de bois, ils furent brûlés vifs, sans être attachés ni étranglés. La prise et le massacre de Montségur ne mit pas fin pour autant à la croisade des Albigeois. Après la prise de Quéribus en 1255, l'Inquisition continua sa terrible mission de répression pendant encore quelques décennies. On dit que le dernier parfait à avoir été brûlé était un certain Guilhem Bélibaste en 1321. Si l'Église a restauré son autorité, mais à quel prix? C'est bien sûr le royaume de France qui a été le grand gagnant de cette croisade. Les comtés du Languedoc, plus ou moins indépendants avant cette période, sont définitivement sous influence française. Et le domaine personnel des rois de France a été élargi. Voilà pour cette histoire des Cathares que j'ai essayé de rendre un peu moins fastidieuse. Merci à vous de m'avoir suivi, jusqu'au bout j'espère. Vous pouvez dès à présent me retrouver aussi sur Instagram. Toutes les semaines, je mettrai une histoire courte sur un fait, un lieu ou un personnage historique. Vous pourrez ainsi, avec moi, continuer l'histoire. Salut!